Donc bonjour, on est content de vous accueillir, Marie-Clémence et moi-même, l'Université d'Artois et en particulier le laboratoire Texte et Culture et le service culturel qui nous accueille dans cette belle salle de la Ruche. On remercie vivement nos deux partenaires, donc les RIMEL, Recherche interdisciplinaire pour la muséographie et l'exposition du livre et de la littérature. Alors, je vous conseille d'aller voir, je parle pour les masteriens qui sont ici présents dans la salle, d'aller voir le site des RIMEL où vous avez des critiques des expositions littéraires. Et nous remercions bien sûr l'Université de Leuven qui est notre partenaire pour ce projet, et en particulier David Martins qui est ici venu à ses risques et périls franchissant la frontière belge. Et nous remercions les archives et musées de la littérature de Bruxelles. Bien sûr, le service multimédia, puisque pour pallier l'absence des personnes pour des raisons sanitaires, Amélie, Manu et Samuel nous ont beaucoup aidés pour mettre au point les visioconférences. Et bien sûr, l'équipe du service culturel, Laurence Buteau, ici présente, Schrouti et Pascal, qui est à la régie et qui est la personne qui vous a accueilli à l'entrée et qui veille à la bonne organisation et des flux pour l'accueil dans cette salle. Et avec nous, on remercie aussi particulièrement toute l'équipe du musée Yourcenar qui a souhaité être présente pour cette manifestation, pour nourrir la réflexion sur leur PSC, sur leur projet de rénovation et autres. Vous êtes en pleine ébullition. Par ailleurs, je tiens aussi à remercier les deux co-organisatrices qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Emmanuelle, qui est peut-être encore présente parmi nous. Vous allez peut-être voir si elle apparaît sur Zoom. Et puis Laurence Boudard, donc Emmanuelle Payen est respectivement, donc elle est au Centre Pompidou, elle est conservateur en chef du service du développement culturel et de l'actualité à la BPI. Et vous l'avez sans doute aussi croisée sur les CIMES en tant que commissaire d'expo. Vous avez vu son nom sans doute pour ce genre d'occasion. Et puis Laurence Boudard, elle est directrice des archives et du musée de la littérature à Bruxelles. J'ignore si elle sera présente en visioconférence, peut-être pas, mais vous pourrez, si vous avez des questions à lui adresser, sans doute communiquer avec elle par courriel éventuellement. Alors, on va tout de suite entamer, si vous le voulez bien, donc l'introduction, disons, théorique à cette journée. Comme il se doit, on commencera peut-être par un bilan un état des lieux pour voir où nous nous situons dans cette journée. Alors, si l'exposition de la littérature et des expositions littéraires font l'objet depuis quelques années d'un nombre de travaux croissants, pour ne pas dire exponentiels, qui en précisent tour à tour les modalités pratiques et les enjeux épistémologiques, peu d'entre eux ont interrogé jusqu'à présent la question sous l'angle de l'espace et des lieux précisément, du lieu où se situent les expositions, de ce que aussi les lieux conditionnent l'exposition de la littérature. En revanche, on trouve beaucoup de travaux, et vous le voyez sur cette exposition, qui sont consacrés à la scénographie notamment. Pourtant, la muséologie a souligné l'importance, voire le conditionnement, qu'exerce l'espace en général et le lieu en particulier correspondant sur le média exposition, pour reprendre l'expression de Jean Davalot. Et en matière d'exposition de la littérature, les lieux ont joué un rôle essentiel parce qu'ils rendaient la vie et le travail de l'écrivain tangible, avec les reliques, les manuscrits, les livres, les illustrations. L'exposition de la littérature, a longtemps circonscrite à celle de l'écrivain qui l'incarne, a ainsi reposé historiquement sur l'exposition, l'ouverture, le dévoilement, la patrimonialisation des lieux de l'écrivain, des lieux de vie de l'écrivain, des lieux d'écriture et des lieux de médiation de son œuvre sous la forme de récits, d'images, etc. Cette tradition se poursuit de nos jours sous la plume, par exemple, d'un Jean-Philippe Toussaint dans son essai autobiographique intitulé « Mes bureaux », mais également sous celle de Michel Houellebecq, par exemple, dans La carte et le territoire, où il met en scène sa maison d'écrivain. On peut aussi penser aux séries de photographies de presse chez tel écrivain qui date du 19e siècle et dont la tradition se poursuit aujourd'hui dans des reportages photographiques et des articles illustrés dont vous avez ici des extraits sur les diapositives. Les lieux sont donc une composante essentielle de l'exposition de la littérature, comme cadre, comme décor, mais aussi comme structure
qui façonnent notre rapport au réel et à l'imaginaire, comme l'ont montré également à leur tour donc Gaston Bachelard dans La poétique de l'espace et puis Daniel Fabre dans ses différents travaux d'anthropologie. Cette journée a donc pour objectif de parler des lieux en considérant la littérature au sens large, dans tous les genres qui la composent, en parlant aussi des sociabilités littéraires, des pratiques, des personnels qui animent la littérature, et l'exposition dans toute sa diversité et dans toutes ses potentialités. Un fil rouge structurera notre réflexion, puisque nous ne voulons pas nous limiter aux lieux attendus, où se sont institutionnalisées la littérature et son exposition, devenus des objets patrimoniaux et esthétiques au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, et de façon plus marquée encore tout au long du XXe siècle. On peut penser, pour parler de la genèse de l'exposition de la littérature et des lieux d'exposition de la littérature, à quelques exemples maintenant peut-être bien connus, comme le musée de la littérature en 1937, qu'a beaucoup étudié Justine Delassus ici présente. On peut penser bien sûr, pour représenter Laurence Boudard, aux AML de Bruxelles. Ici, vous avez donc un bureau d'écrivains reconstitué. Et puis, plus récemment, on peut penser au musée de la littérature en Irlande, qui a été inauguré très récemment, le Molly, dont vous voyez une image en bas de la diapositive. On peut évidemment penser également aux maisons d'écrivains et aux expositions littéraires qui ont pris place à la BNF qui ont lieu à la BNF depuis en réalité le tout début du XXe siècle. Vous avez ici une image en haut à gauche de la BNF, des expositions de la BNF. Et puis, voilà, j'ai choisi un peu arbitrairement 2 maisons d'écrivains pour illustrer le sujet, mais j'aurais pu évidemment choisir la maison de Yourcenar. La grande plasticité avec laquelle nous abordons donc la littérature et l'exposition va de pair avec l'ouverture du paysage institutionnel concerné en direction des musées d'art et de société qui font partie intégrante des lieux à envisager. On a ici sélectionné 3 expositions récentes assez emblématiques de ce point de vue. L'exposition consacrée à Giono au MUSEM, avec ici une installation qui représente, qui imagine le cabinet de curiosité et le cabinet de lecture imaginaire de Giono dans sa maison de Manosque, une exposition Bataille et puis l'exposition Welbeck, dont il était le commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. On peut penser également au cycle que le Louvre avait proposé il y a quelques années, qui invitait un certain nombre d'écrivains. On a eu le plaisir de voir Jean-Philippe Toussaint la semaine dernière ici à Arras pour un colloque. Il a été commissaire d'exposition pour le Louvre, au même titre que Le Clésio qui est intervenu, ou encore Jim Morrison, etc. C'est que donc l'exposition de la littérature, citons donc l'invitation des écrivains à parler des collections des musées, est considérée comme un moyen d'élargir, sinon de renouveler l'action de ces institutions et un moyen évidemment aussi d'attirer des publics. Or, vous aurez noté que nous avons associé au terme de lieu celui un peu bizarre de hors-lieu. Pourquoi ce choix ? C'est que cette expression est à rapprocher des réflexions conduites autour de la littérature en dehors de ces institutions mères et de ses supports et de ses pratiques de création et de médiation pour renvoyer aux actions publiques et de lecture, aux expositions hors les murs conçues comme des actions culturelles. Les hors-lieux, comme on a parlé de littérature hors le livre, par exemple, désignent ainsi dans notre esprit les espaces où l'on investit la littérature à l'écart du territoire auquel on l'assigne, par tradition, comme pour la domestiquer. Ce sont des lieux qui marquent un pas de côté, ou ce sont des lieux qui sont mis de côté, dénigrés par les institutions, qui n'ont pas lieu d'être littéraires, à première vue. Je vois que tu as intégré peut-être cette diapositive. Je ne sais pas si c'était pour moi ou pas. Non, je pense que tu as fini tous les diapos. Voilà. Donc, ces lieux dont on va parler, ce sont des lieux attendus, les bibliothèques, les maisons musées, etc., mais aussi donc, ces lieux de passage, ces lieux aussi tarifés, de divertissement, commerciaux, dont vous voyez ici quelques exemples à l'image. Je vais en parler après, c'est ma slide. Ça c'est à nouveau. Donc, si ce pas de côté n'implique cependant pas nécessairement une autre manière d'exposer la littérature, nous avons cherché à mettre en avant les lieux qui favorisent un dépaysement expositionnel et expérientiel. Ces lieux
ces non-lieux pour désigner l'analyse de Marc Auger, l'anthropologue Marc Auger, ces hyperlieux pour adopter ici la terminologie du géographe Michel Lusseau qui parle lui d'hyperlieux, entretiennent un rapport inattendu avec la littérature, mais aussi avec l'idée d'exposition de la littérature sous sa forme muséale, généralement parce que leur fonction première est d'un autre ordre. Il s'agit de commerce, bien souvent, ou d'autres. Il peut s'agir de lieux où la patrimonialisation rime avec marchandisation de la littérature, qui participe du développement des industries culturelles au XXe siècle et du tourisme littéraire, dont on constate l'essor depuis le XIXe siècle en réalité. On peut penser également aux foires, aux expositions universelles, aux festivals, aux salons. Mentionnons aussi les formes contemporaines qui essaiment depuis quelques années déjà, ce dont témoignent les travaux d'Anise Depoux qui va nous rejoindre en cours de matinée, ou encore de Thibaut Clément, ou bien ceux de Justine Delassue, donc ici présente. J'évoquerai donc les parcours touristiques sous plusieurs formes, les applications, les parcours guidés in situ, les parcs d'attractions. Alors, je vous présente ici, ou les rues. Ça, c'est une rue à Montréal, et puis l'image, je crois aussi elle figure une image empruntée justement à une rue de Montréal. On peut encore penser donc... alors, il y a eu un petit changement dans l'ordre des diapos, donc je vais essayer de vous mener. Voilà. Les hôtels littéraires, problématiques dont parlera Olivier Haïm cet après-midi. Et puis, on peut penser au détournement des références littéraires, quand on expose la littérature par des références aux œuvres, par des noms d'auteurs, des personnages, des citations célèbres, des titres d'œuvres, l'objet livre, ou encore le jeu avec la fonction poétique du langage. Alors, je me permettrai de retourner un petit peu en arrière du coup avec ces exemples de marques, Monoprix, Balzac Paris ou encore Zadig et Voltaire qui jouent autour de la figuration du littéraire et de l'exposition de la littérature. On parlera également des parcs d'attractions littéraires avec notamment l'exemple de Mirapolis en fin de journée. Et puis donc je reviens sur cette figuration de l'espace public. Bref, le panorama va comprendre donc des lieux situés dans l'espace public où la référence du littéraire s'affiche à des fins artistiques, politiques, sans institution ou marque de rattachement explicite. On peut penser au phénomène du street art, des citations sur une banderole, un mur, ou bien encore dans le métro. Ce peut être aussi des lieux numériques, pour ne pas dire virtuels, des hommages à un écrivain. Alors, là, est-ce que... non, je vous montrerai, c'est pas très grave. Je vous montrerai une diapositive plus tard. Elle n'est pas incluse dans ce PowerPoint. Mais si vous pensez récemment, il y a eu, au moment de l'anniversaire de Dumas et de la publication d'une de ses œuvres, on avait Dumas qui s'affichait sur la barre de recherche Google assez fréquemment, comme ça, pour des grands auteurs. Google propose une commémoration, une page commémorative à un écrivain. On peut penser aussi donc au site web d'écrivains, aux sites d'écrivains. On en aura un exemple tout à l'heure autour de Toussaint, ou encore aux visites virtuelles de musées, Muséosphère, Octopus et j'en passe, se sont spécialisés un petit peu en la matière. Ainsi, la journée fera la part belle à la notion donc d'hétérotopie, pour reprendre le terme formulé par Michel Foucault, qui désigne par là des espaces autres, imaginaires et réels, textuels et architecturaux, localisés et matérialisés dans l'espace social, mais dont la fonction, l'activité ne se réduit pas à une seule dimension. Plus largement donc, le hors-lieu peut renvoyer à des non-lieux, des lieux qui n'existent pas. Il peut être question d'hétérotopie, mais aussi d'utopie, de lieux, voire d'espaces imaginés, pensés, rêvés, créés par un artiste ou un auteur. Ainsi de la future maison-musée de Michel Houellebecq que le duo d'artistes Alice et Sonia imagine à Niort, en banlieue parisienne, ou sous la forme d'une roulotte lapsus révélateur, d'une roulotte itinérante, comme on vous le présentera en fin de journée dans un entretien filmé. Et précisément, peu importe que la maison-musée soit située ou situable, à la rigueur, ce qui compte sans doute, c'est l'imaginaire que charrie le lieu fantasmé, sa représentation, et les représentations que notre imaginaire y associe. À l'image de la Maison des Ailleurs, qui est consacrée aux poètes aux semelles de vent, Rimbaud, ici à Charleville-Mézières. Chacun de ces lieux présente donc des spécificités spatiales comme institutionnelles, ainsi que des conceptions de la littérature,
et des manières de la donner à voir selon des finalités particulières et en fonction des publics visés. Voilà, et donc après ce point sur la terminologie des lieux, moi je vais simplement vous présenter l'organisation de la journée. Vous redire sur le programme, en effet, cette citation murale qui figure à Montréal est sur le mur qui mène à la grande médiathèque. Et on va se mettre là-dessus. Notre cartographie sensible du littéraire des lieux veut interroger ce que le lieu fait à la littérature, mais inversement, dans le fait de s'exposer. Et pour ce qui est de ce que le lieu fait à la littérature, nous avons commis ce petit ouvrage avec Serge Chaumier, qui est un florilège plus qu'une grande anthologie de 30 textes littéraires, majoritairement contemporains, qui donne un aperçu de comment l'écrivain met en scène le musée, soit comme un personnage, soit comme un simple décor, une institution sacralisante, mortifère ou lieu de vie, et de rencontres, on l'espère, lieu politique, avec les questions du marché de l'art ou de la décolonisation ou du discours colonial, et enfin lieu d'exposition. Mais il s'agit dans cette journée aussi de redéfinir ce qu'exposer veut dire, non comme une simple modalité, mais comme un engagement d'expérience. Expérience de passage non par le lieu comme cadenas, mais par le texte comme fenêtre et ouverture. La place donnée à l'écriture, à la force d'un texte, n'est pas une place donnée à la littérature comme une abstraction, mais la place donnée à une langue singulière, à un récit, à la force d'un fragment, d'un poème, comme on a pu le voir dans une exposition qui était Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou, où il s'agit de la parole du poète qui nous rappelle à nos instincts printaniers, s'il faut citer Nietzsche, et nous extirpe de l'ennui et du fadas. Donc le premier atelier de ce matin, la littérature en ce lieu, point d'interrogation, pose les bases de ce que exposer veut dire. Certains lieux d'exposition du littéraire sont très connus et attendus, la bibliothèque, la médiathèque, le musée, la maison d'écrivain. Pour attendu qu'il soit, on peut décloisonner les pratiques. Quels en sont alors les effets sur l'exposition même du littéraire, sur le texte? Quelles sont les dynamiques d'exposition? En considérant une acception très large de la mise en exposition, comment un festival met-il la littérature au risque au regard du public? C'est ce que nous verrons avec Emmanuel Payen. Quel nouveau dispositif au sein de festivals dont la référence littéraire est parfois centrale, parfois promotionnelle, avec une littérature employée comme effet d'affiche. Puis après, avec Carole Thibault, en visioconférence également, on verra comment une installation devient expérience immersive d'un texte, une nouvelle précisément. La petite fabrique expérimentale en fin de matinée présentera ensuite 2 projets numériques, un parcours sonore et multimédia hors les murs, par une équipe du master expographie muséographie, et un site d'écrivain par l'équipe de l'UT de Lens. C'est l'occasion un peu de présenter qui on est parce qu'on a oublié, parce que Marie-Clémence et moi-même, nous travaillons ici à l'Université d'Artois dans le même laboratoire, mais moi-même, je suis à l'Université d'Artois et je travaille avec le master expographie muséographie, et donc Marie-Clémence est à l'IUT de Lens et travaille avec une équipe multimédia et ses formations. Et donc, on essaie depuis 1 an de travailler ensemble. On essaye et on y arrive. Et on y arrive. Voilà. On a fait un film déjà, vous le verrez ce soir. Donc, avec cet atelier de petite fabrique expérimentale, le site d'écrivain qu'on va vous présenter, c'est un site qui n'est pas le site officiel de Jean-Philippe Toussaint, mais un site qui a été fait par des étudiants pour essayer de faire des propositions. Et l'écrivain qui les a entendus la semaine dernière disait qu'il en était intéressé et il va penser à faire une équipe élargie dans la réflexion de son site ou son évolution. Le multimédia et le numérique sont-ils gages de renouvellement du discours et des pratiques d'exposition associées à la littérature? On verra bien. Quelles fonctionnalités les caractérisent? Gamification, expérience utilisateur, interaction, immersion, consultation de bases de données, de génétique, de brouillons, etc. Alors cet après-midi, par contre, on parlera de la littérature buissonnière. Voilà, parce que Marie-Clémence est spécialiste des maisons d'écrivains du 19e. Elle a fait une thèse dessus. Et moi, je suis plutôt buissonnière. Voilà. Donc on s'est répartis comme ça. Donc, on retrace des expériences d'exposition dans l'espace public, dans la polyphonie urbaine, des lieux transitoires, les métros, les gares, des lieux souvent rattachés à la culture populaire, par opposition aux institutions modelées par la culture savante, les musées, les plaques commémoratives, ici est né tel écrivain, ici il a passé telle nuit, etc. Mais voilà, ces nouveaux modes d'exposition viennent peut-être
précisément questionner cette opposition. L'exposition du littéraire vient-elle modifier le non-lieu des gares? Et on l'a vu avec Marie-Clémence que les non-lieux, c'est voilà, un terme très utilisé par Marc Auger, et qu'on peut même peut-être imaginer les gares comme des hyperlieux, et pas que de la salle des pas perdus, puisqu'elles sont saturées d'imaginaire, de départ de train, on peut penser à la modification de Butor, et bien d'autres. Vient-elle donc réactiver un espace-temps de pensée et d'imaginaire, cette exposition? Quels sont les enjeux touristiques, esthétiques et expérientiels de ces médiations dans l'espace collectif? Comment interroger la construction d'un commun et le geste politique de la mise en partage? Et quand commence ce partage? Est-il le fil conducteur d'une co-construction telle une action culturelle, dans la lignée de l'éducation populaire, ou n'est-il activé que lors d'un moment précis du processus? Comment le texte, la parole littéraire, vient-elle réveiller la curiosité d'un passant, son chemin de pensée? Comment, si vive soit sa langue, s'adresse-t-elle au vif de chacun? Soumise autorisation d'inscription dans l'espace public, là j'ai une pensée particulière pour Appel d'air, où on a toujours beaucoup de problématiques dès qu'on inscrit des textes au sol comme au mur. Quelles sont les conditions de sa résistance à un ordre, à un pouvoir, ou quels sont les possibles imprévisibles de sa réception? Marques ou traces éphémères, quel est le statut de ces citations murales? À Montréal, on a même des circuits touristiques avec l'office de tourisme. Est-ce qu'il s'agit de se figer dans la fresque, dans le monument autocommémoratif ou décoratif? Doit-on s'effacer devant le temps ou l'injonction à disparaître? Comment le projet peut-il garder sa force d'éveil? Ne serait-ce pas précisément en s'attardant davantage sur le processus, la levée plutôt que le résultat et la plat final en 2D? Et comment vivre une expérience qui réactive un processus et non une consommation divertichiante? Exposer la littérature hors les murs, ce serait habiter poétiquement le monde. Comment inviter à oser l'imaginaire et non pas à faire acte d'érudition pour happy few? L'enjeu, on le souhaite, ne consiste pas tant à faire connaître des auteurs, des textes, qu'à impulser un état d'imaginaire, un état de langue déliée. Quand la littérature n'est pas un produit à consommer, une discipline scolaire, mais un mode de vie. Quand elle n'est pas censure, ce contre quoi Bernard Noël nous met en garde dans L'outrage aux mots, mais augmente le visiteur-lecteur d'un essentiel, voire d'un essensuel. Quelles sont ces stratégies mises en œuvre pour que le texte ne soit pas instrumentalisé, parfois dans une logique de placement de produit, comme tu l'as montré? C'est ce qu'aborde le dernier atelier qui concerne la littérature en spectacle. Donc, spectacle tarifé selon deux échelles opposées. On a vu l'hyperlieu public du parc d'attractions et la chambre de l'intime, la chambre d'hôtel. La littérature fait-elle bon ménage avec les parcs d'attractions? Là, peut-être vous commencez à vous dire, mais c'est quoi un parc d'attractions littéraire? Lequel? À quel peut-on penser? Suspense, on en verra un ce soir en tout cas. Quels en sont les enjeux et les parties pris muséographiques et scénographiques? Le divertissement n'est-il pas antinomique à la pensée? Que devient l'insubordination d'un Rabelais dans un parc d'attractions littéraires comme Mirapolis? La mascotte d'un Gargantua béat devant un festin à la broche n'est-il pas le symbole même d'une consommation sans horizon et indigeste? A l'inverse, l'exposition dans les alcôves des chambres d'hôtel relève-t-elle d'une promesse de chambre à soi pour une redécouverte des textes dans un espace immergeant le lecteur, dans un univers toutefois saturé de signes littéraires, ou la promesse d'une lecture partagée dans l'espace plus large de l'hôtel, relais des sociabilités d'antan? Donc, quid de l'acte d'exposition alors? N'est-il que transposé sagement sous la forme de vitrines et de rayonnage dans l'eau de l'hôtel? Citations et portraits affichés sur les murs et les meubles sont-ils décoratifs ou véritablement intégrés à une démarche expositive? Donc, quelle expérience et non simple ambiance serait proposée? Création d'un décor-univers évocateur de la biographie ou de l'œuvre d'un auteur, le Montmartre de Marcel Aimé, selon quelle opération discursive sur le texte, sur les adaptations visuelles sonores qu'on en tire, qu'on en a tiré, les affiches, les films, œuvres d'art, illustrations, sur le personnage de l'écrivain. Enfin, reformulons sans cesse au cours de cette journée ce qu'exposer a pour enjeu. On rappellera qu'au sein des métiers d'exposition, le muséographe, auquel se préparent pas mal d'entre vous, ne cesse de lire, mais aussi d'écrire. Et qu'il se défie de désamorcer la puissance explosive d'un texte, son questionnement. L'enjeu n'est rien moins que de s'exposer, de nous exposer, alors, plutôt que d'exposer en se tenant sur le retrait. L'exposition ambitionne d'être non un espace de la soustraction, mais de l'augmentation du sens, de l'esprit du texte, individuellement et collectivement.
car plus que d'exposer un auteur et ses fétiches, un courant, un style, un cercle littéraire, une histoire, un livre, une saga, exposer une langue, exposer un esprit. Rimbaud, qui a vraiment le musée, la Maison des Ailleurs, il y a un concept scénographique extrêmement fort, un vrai parti pris. Exposer un imaginaire et gage de sortir la littérature de la gangue du scolaire et du prêt-à-penser. Et pour citer René Char, que j'affectionne particulièrement, je ne vais pas prendre la même citation qui est exposée sur le parvis du Learning Center à Dunkerque, où on voit bien que le littéraire a été amené dans un second temps pour essayer d'adoucir la transition entre l'espace public et puis ce lieu, pour que ce soit moins intimidant et amener à franchir ce grand parvis. Donc je citerai une autre citation de René Char. « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Alors comment ne pas désamorcer le trouble, la puissance du trouble d'un fragment littéraire? Comment ne pas l'éroder dans sa mise en scène publique? Comment, au contraire, l'exposition nous en donne-t-elle l'éclat ?» Alors nous, on va vous inviter à une sorte de déambulation rêveuse. C'est ce qui était prévu au départ. Donc la journée, elle est structurée avec un principe. Non, c'était la suivante. Tac. Non, en avant. Ouais, c'est là. On avait l'idée que ce serait un dialogue, donc à chaque fois, entre un artiste et un chercheur, parce qu'on voulait décloisonner, mais avec le problème de la Covid, tout simplement, on aura peut-être moins l'impression d'atelier, et c'est peut-être un peu plus descendant, avec des interventions qui vont se suivre. Mais au départ, on était plus parti sur un atelier expérimental, un laboratoire, un vivier d'idées, mais bon, on est déjà très contente de pouvoir avoir maintenu la journée, et que vous soyez là. Voilà l'idée et le programme.